où il Go. vient de mettre. Bonjour à tous, surtout à Jérôme en particulier qui nous relance parce qu'on est en retard. Moi, Jérôme, je vois à ma montre qu'il reste 1 minute 57 pour démarrer. Je pense que mon ordinateur, comme il est sous Windows, il n'est pas à l'heure. Bonjour aux gens qui rejoignent la diffusion, hein, bien sûr aussi. Si vous rejoignez la rediffusion, vous voyez ce live après, sachez qu'on a passé un bon moment il y a un certain temps et on est content que vous soyez avec nous. Mais par contre, répondez plus aux questions en direct parce que du coup, c'est une rediffusion. Alors ceux qui sont là, en l'occurrence Jérôme, hein, bien sûr, super cool que vous soyez là. J'ai des invités qui sont là, vous les entendez, ils sont derrière moi. Hein. Je vous les remets tous à l'écran si vous voulez. Pouf, ils sont tous là d'un coup. Je vous mets la petite vidéo de démarrage, le temps qu'on fasse la promo. N'hésitez pas à partager le fait que ce webinaire a commencé si vous recevez la notification, faites-la rebondir, d'accord? Allez, c'est parti. Il est midi 2. Oui, il est midi 2. Allez, c'est parti. On lance la vidéo et on fait la promo. Let's go.
Et du coup, je suis avec Cassandra en full gros plan. C'est parti. Bonjour à tous. Alors, super merci à tous les gens qui ont commenté. Effectivement, je serais très content de savoir dans quelle région vous êtes. En particulier, les super animateurs, les super bizdev de In-Situ. Essayez de vous signaler en disant je suis le bizdev de tel coin pour qu'on vous identifie correctement. Est-ce que ça va, Cassandra ? Bah écoute, ça va bien et toi ? Eh bien, moi, je suis content. Je vais bien et je suis content qu'on aborde ce sujet et tout. Je suis content que tu aies proposé ce sujet aussi. Est-ce que tu veux nous dire, Cassandra, pourquoi tu as proposé ce sujet-là ? Alors, ce sujet, il a été proposé car sur notre dernier webinaire, on avait interrogé nos freelances et c'était quelque chose qui revenait souvent. Et on avait vraiment envie de vous apporter un sujet qui vous tient à cœur. Du coup, on a travaillé dessus avec Damien et on a des super invités à vous présenter. Alors, il faut qu'on parle d'In-Situ absolument. Comment on présente In-Situ pour ceux qui ne connaissent pas ? Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ne connaissent pas In-Situ ? Comme ça, Cassandra, elle peut adapter un petit peu le pitch, quoi. Dites-nous tout. Si vous ne nous connaissez pas, je vais être vexée. Voilà, c'est tout. Vas-y. Cassandra, du coup, c'est parti, il faut que tu fasses le pitch. Du coup, In-Situ, on rencontre des freelances et des clients grands comptes. On vous met en relation avec la mission qui vous correspond en prenant soin de vous connaître surtout, de voir ce qui vous intéresse, dans quel domaine vous voulez exercer, quel domaine ne vous intéresse pas et quelles sont vos spécialités. Si, Jérôme, tu connais. Te moque pas de nous. On propose aussi des missions en portage salarial. Pour ça, je vous invite à aller attraper Alice, qui se trouve déjà dans le chat. Tout le monde parle d'Alice. Tout le monde parle d'Alice. Et voilà, on est présent partout en France. Donc, Lille, le siège où on est les plus nombreux. Il y a aussi la team de Valence, la team de Lyon et la team de Nantes. La team de Nantes qui est là. Mais il n'est pas en vacances, Jules ? Et si, Jules et Ellie sont en vacances. Mais vous pouvez leur envoyer des messages quand même. Faites-leur plein de notifs, comme ça ils ont plein de boulot quand ils reviennent. Ok. Qu'est-ce que j'allais dire ? Non, en vrai, c'est cool. Je suis content que vous soyez assez nombreux dans le chat pour discuter de ce sujet avec nous. Vous allez pouvoir poser des questions tout au long. On a différentes thématiques. On a un fil rouge à aborder. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Elles vont forcément rentrer dans le fil rouge. N'hésitez même pas aussi à témoigner dans le chat. Racontez-nous pourquoi le syndrome d'imposteur, c'est important pour vous. C'est grâce à vous que j'ai basculé en indep là. Yes, bah oui, bien sûr, forcément, Jérôme. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse en plus d'en savoir plus sur comment In-Situ travaille, je vous invite vraiment à aller voir le dernier webinaire qu'on a fait en plateau. Il est sur LinkedIn, Cassandra, mais tu republies maintenant aussi sur YouTube, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est plus pratique de le voir sur YouTube, tu penses ? Oui. Oui. Bon, allez parce que sur la page LinkedIn, ça vous oblige à le chercher, alors que sur YouTube... Donc en vrai, partage le lien. Dans le dernier webinaire, on a parlé de la relation tripartite avec, du coup, il y avait un client d'In-Situ, avec un freelance d'In-Situ et une commerciale d'In-Situ qui ont parlé de comment ils travaillaient. Et moi-même, je trouvais ça très, très intéressant de voir que la relation, elle est complètement différente de celle qu'on peut avoir dans d'autres types de structures. Puis ça donnait aussi beaucoup d'éléments de marché, j'ai trouvé. Je trouve ça très intéressant. Ça permet de se projeter. Si on a envie de passer freelance en particulier, ça permet de se projeter. Et d'éviter aussi de se faire manger sur des deals qui sont pas très fairs au début, ce qui arrive très très souvent. Ça m'est arrivé aussi, je dois vous avouer. Ok, je vais faire monter tout le monde sur scène. Vous êtes chauds, les invités ? Yes. Hop, c'est parti. Hop. Alors, je vais voir si on peut vous mettre des bulles, parce que vous êtes tous nombreux là. Je vais voir si on peut afficher les noms que vous avez mis. Afficher les noms des participants. Voilà. Hop, on va enlever les titres. Comme ça, c'est un peu plus simple pour vous identifier. NJ, comment ça va ? Ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer. Alison aussi, tu vas bien ? Super. Et Cyril, est-ce qu'on t'entend bien ? Ouais, on m'entend, ça va. Super. Alors dans le chat, on t'entend. Dans le chat, ça commence. C'est quoi le syndrome d'imposteur ? Si on commençait par cela. Bonjour, c'est quand c'est quand qu'on parle. Okay. On va y aller alors. On y va. Alors le syndrome d'imposteur, du coup, je vous ai invité parce que vous avez réagi à mon tweet et il y a 95 threads qui ont découlé du tweet que j'ai fait. Et le texte précis de mon tweet, c'était à quel moment vous allez passer le syndrome d'imposteur dans la tech. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont réagi pour dire mais parce qu'il y a un moment on le dépasse. Et c'est vrai qu'en approfondissant le sujet, non, on n'utilise pas Restream, on utilise StreamYard bien sûr. 70% des personnes dans le monde du travail, ils souffrent un jour du syndrome d'imposteur. C'est ce qui est paru dans plusieurs revues scientifiques, dont le Journal of Behavioral Science, appréciez mon anglais. Et
dans les tweets, vous trois, vous avez réagi en particulier, et je commence par Cyril. Cyril, tu as réagi en disant « J'ai lu ressentir au lieu de dépasser ». Je pense que ça répond à la question du coup, emoji smiley qui pleure sur la tête sur le côté. Cyril, tu ressentais beaucoup le tweet, le syndrome d'imposteur dans ton quotidien? Ouais, je l'ai ressenti assez vite, dès que j'ai commencé vraiment à travailler dans le milieu de la tech. Et en fait, je pense même ne pas encore l'avoir vaincu en soi. C'est que ça revient assez régulièrement sur des nouvelles problématiques, des nouveaux sujets. Donc c'est quelque chose au final à laquelle je suis confronté plus ou moins régulièrement. Et j'apprends à vivre avec et puis à la battre. On va avoir tout le temps d'en parler. N'hésitez pas à poser vos questions pour Cyril dans le chat. NJ, alors tu m'as dit, toi tu as répondu, je ne sais pas si je le dépasserai un jour. Emoji chaton qui pleure en rigolant. Mais parfois j'arrive à le faire taire vraiment très ponctuellement pour qu'il ne m'empêche pas d'oser des trucs, ça compte. Est-ce que tu as un aliment secret? Genre est-ce que tu manges une baie magique un peu comme dans Zelda et puis d'un coup, pouf, le syndrome d'imposteur il est parti pendant 10 minutes de time-out? Mais il part pas, c'est juste que je me suis pris tellement de trucs dans la gueule que du coup j'ai un mantra où j'ai peur, je pense pas que je vais y arriver, mais comme il y a des fois où j'ai réussi, j'y vais et on verra bien. J'ai envie de te poser plein de questions du coup. Alison, toi tu as répondu quand je pensais l'avoir dépassé, il est revenu plus fort encore après. Je me tâte à aller voir un coach, une psy pour m'aider franchement. Le syndrome de l'imposteur, ça va, ça vient, là, Alison? Ouais, totalement. Moi, je rejoins un peu Cyril. Je l'ai eu quand je suis arrivée dans la tech, mais plus particulièrement quand j'ai rencontré les autres devs. Et en fait, selon avec qui je travaille, selon sur quoi je travaille, selon l'ambiance globale, si je me sens à l'aise ou pas, safe ou pas, je vais avoir plus de syndrome de l'imposteur ou moins de syndrome de l'imposteur. Alors du coup, dans le début de carrière en particulier, on n'est pas tous égaux sur le sujet-là. Toi, Alison, tu as fait une reconversion vers ce métier-là. Est-ce que tu penses qu'on est plus sujet au syndrome de l'imposteur quand on fait une reconversion? Personnellement, je suis assez convaincue parce que si on fait une reconversion, souvent on fait des formations accélérées, rapides, qui sont pas le parcours classique ingénieur. Et donc, je pense que ça participe grandement parce qu'au départ, on se dit, on peut pas en 6 mois, 1 an, 2 ans acquérir les savoirs de nos collègues ingénieurs en 5 ans, ce qui est réel. Et du coup, je pense que ça participe complètement à alimenter. On se sent comme une imposture du départ parce qu'on n'a pas le fameux diplôme et les fameuses valises que nos collègues ont. Les fameuses valises, c'est le bagage de compétences. Hein. Exactement. Et toi, Cyril, tu as juste un BTS en plus. Et ouais, j'ai que un BTS et du coup, j'ai commencé dans la tech entouré de personnes qui avaient un master ou qui avaient la nomination ingénieur. Et c'est vrai que ça met tout de suite un espèce d'écart en fait avec eux. Et puis on se compare, on veut essayer d'être aussi performant qu'eux dès le début. Et c'est aussi ça un peu qui nourrit ce syndrome de l'imposteur en réalité. Donc. Toi, NJ, tu as le titre d'ingénieur développement sur ta fiche de poste. Sur ta fiche de paie et sur ton contrat, il est écrit, du coup, tu es ingénieur, ça marche? C'est un peu ça, mais ce qui est marrant, c'est que j'ai pas le bac, j'ai pas terminé 42, donc j'ai rien qui certifie de ce niveau, à part le fait qu'on me l'a mis sur le contrat. Ouais. Du coup, Alexandra, elle partage dans le témoignage que le coaching, ça a marché bien pour elle. À titre personnel, elle a demandé quand elle est devenue directrice d'agence, ça l'a beaucoup aidé. Vous avez déjà fait appel à du coaching ou pas? Non, pas pour ma part. Pas Non. encore. Vu que tu le mentionnais, Alison, dans le tweet, pourquoi tu as pensé? Est-ce que tu as vu des gens qui ont fait appel à du coaching et ça les a aidés? En fait, dans ma boîte, on a Align Mind qui nous permet d'avoir des séances offertes par notre employeur pour consulter un psychologue, un coach ou un thérapeute, 6 séances par an. Et en fait, en scrollant dans les noms des spécialistes, je voyais spécialité, certains ont syndrome de l'imposteur. Ouais. Et en fait, quand ça est devenu trop dur, il y a eu des moments où je me suis dit, je veux pas passer à côté de ma carrière à cause de ça. Donc, j'ai envie de me tourner vers quelqu'un qui peut-être a les clés que moi, j'arrive pas à avoir pour me guider. Ouais. En fait, ça part de ma boîte qui m'offre ce service-là, en réalité. C'est trop bien. Ouais. Je confirme. C'est des séances de 30 minutes ou c'est des séances d'1 heure? Ça peut être 1 heure. Et c'est des crédits de séances. Donc, j'en ai 6 chaque année par ma boîte. Et après, ils ont négocié un tarif qui fait que si tu continues les séances, c'est moins cher que les séances classiques.
Je vais faire un précis pour la personne dans le chat qui pose la question. C'est le titre qui est protégé en France, c'est ingénieur diplômé. On a le droit d'être ingénieur de métier, mais c'est ingénieur diplômé où il faut avoir un diplôme qui a été certifié par le CTI. Mais sinon, en vrai, tout le monde peut avoir le métier d'ingénieur sans avoir de diplôme d'ingénieur. C'est ingénieur diplômé qui est protégé. Les certifications, est-ce que c'est vrai ça? Parce qu'il y a des gens qui faisaient. Moi, quand j'étais étudiant, quand tu faisais Supinfo, tu n'avais pas de titre d'ingénieur à la fin. Et du coup, ils faisaient plein de certifications Cisco, Microsoft, etc. Vous avez passé des certifs ou pas du tout? Moi, j'en ai passé une, c'est certification Opquast sur accessibilité. Ouais. Mais c'était pas dans le sens être légitime sur le sujet, c'était plus pour apprendre des choses. Ouais. Mais c'est vrai que les certifications, c'est un vrai sujet. Les certifications, elles ont la crédibilité qu'on leur donne, en fait. Donc, ça va être dépendant à chaque fois des contextes et tout. Donc, c'est pas quelque chose, en tout cas, moi, sur laquelle je mise, sur laquelle je suis regardant aussi. Donc, moi, je me demandais si, je me suis souvent dit que j'aimerais passer des certifications pour apprendre des choses, mais aussi pour vérifier les connaissances que j'ai et pouvoir les justifier auprès d'un employeur. Mais il y a plein de gens, quand j'en parlais, qui me disaient que ça allait jamais éteindre le syndrome de l'imposteur parce que plus loin, j'aurais des nouveaux trucs où je me demanderais si j'ai pas les compétences ou tout ça. Et du coup, j'en ai pas encore passé et je sais pas s'il faudrait que j'en passe pour ça. Il faudrait que j'en passe pour apprendre des trucs, mais pas pour ça. J'ai besoin d'aide, ma caméra est foutue. Ne vous inquiétez pas, on va m'aider. On t'entend toujours, par contre, c'est bon. Ouais. Alexandra qui pose une question super intéressante et qui demande si le syndrome de l'imposteur est plus spécifique aux femmes et que c'est un constat qu'elle a fait en tant que manager. C'est un sujet en soi. Les études mentionnent qu'on a autant de chances de le toucher en tant qu'homme ou en tant que femme. Mais moi, j'ai quand même l'impression, dans les témoignages que je reçois, c'est que les femmes le touchent plus tôt, ou en début de carrière, on l'a plus facilement parce qu'on est moins soutenu émotionnellement, ou on nous encourage moins à faire des choses quand on est une femme. Ou on nous critique aussi, l'impression que j'ai. Ou est-ce qu'on en parle plus aussi? Est-ce que pour nous, les femmes, c'est peut-être plus évident de parler comme ça de nos difficultés? Est-ce que moi, j'ai des collègues masculins dont je découvre le syndrome de l'imposteur aujourd'hui, après avoir travaillé 2 ans avec eux. Parce qu'au détour d'une phrase, ils vont me dire un truc où je vais leur dire, mais attends, ça ressemble à du syndrome de l'imposteur. Oui, c'est le cas. Mais attends, je savais pas que depuis 2 ans, toi, tu avais un syndrome de l'imposteur. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a les mots sont peut-être moins mis par nos collègues masculins que de côté féminin. Ils s'expriment moins. Ouais. Alors, parce que du coup, Alison et Angie, c'est quoi vos expériences? Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a plus mis à l'épreuve parce que vous êtes des femmes ou pas? Moi, j'ai eu souvent cette impression que j'avais des gens dans l'équipe. Quand je propose des choses, c'est pas toujours écouté. Et quand c'est d'autres personnes qui les proposent, des hommes, là, c'est plus facilement accepté. Et c'est arrivé plein de fois où on me propose la même chose directement. Et du coup, j'ai l'impression de devoir faire mieux, de devoir exprimer mieux ce que j'essaye de proposer pour que ça puisse être écouté. Et même en le faisant mieux, ça fonctionne pas toujours. Donc, j'ai l'impression que, on est beaucoup plus mis en doute que les hommes. Mais ça, c'est pas totalement le sujet, mais voilà. Non, mais c'est intéressant parce que Marcy, elle dit aussi, effectivement, non, il n'y a pas de genre dans le syndrome de l'imposteur dans le chat. Mais peut-être qu'il a plus d'impact parce qu'il vous touche à un autre moment où effectivement, peut-être qu'on on vous y confronte plus souvent. Les hommes vont le toucher aussi, mais probablement qu'ils nous touchent différemment, quoi. Alors attends, il y a beaucoup de questions. L'identification. Hein. Moi, je ne travaille pas avec beaucoup de femmes dev autour de moi. Donc, comment je peux m'identifier à des collègues qui n'ont ni le même parcours que moi, ni la même histoire et qui ne me ressemblent pas? En tout cas, moi, je sais que ça peut contribuer aussi. Donc, j'ai identifié une femme senior dans ma boîte. Je peux vous dire que je vais la coller très fortement pour m'aider justement à avoir enfin un rôle modèle qui est là pour de vrai et qui est allé loin et qui va pouvoir m'aider. Donc peut-être qu'il y a aussi cette notion d'être dans un endroit qui finalement
comment on s'identifie. Et finalement, c'est que des gens qui nous ressemblent pas. Ouais, c'est ça. Donc il y a un problème de représentation et ça peut être compliqué. Après aussi, je trouve que le syndrome de l'imposteur, il a tendance à se manifester quand justement tu vas essayer de te comparer à quelqu'un, quand tu as un modèle à qui te référer et à qui, vers qui tu veux tendre à ressembler, etc. Donc que ce soit au niveau des compétences ou de son côté à l'aise au travail au quotidien. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir quelqu'un vers qui on veut tendre, auquel on peut apprendre des choses. Et du coup, ça renforce d'autant plus ce syndrome de l'imposteur en disant oh, l'écart que j'ai pour arriver au même niveau que cette personne-là et tout. Donc, c'est assez paradoxal du coup. Ouais. Il y a, du coup, tu parles du fait de se comparer aux autres. Est-ce que dans la tech, on a plus souvent le syndrome de l'imposteur parce que les conférences, c'est générateur de syndrome. Tu vois, quand on va à Devox, on voit que des DevRel qui montrent que du code parfait parce que ils ont peur de se faire taper aussi. Hein. Et nous, en fait, à l'inverse, quand on est en prod, notre code, il est pas parfait, quoi. Mais tu vois, genre, est-ce qu'il faut normaliser le fait que tout le monde en prod a du code qui est pas parfait et arrêter de dire que le code qu'il y a dans les conférences, c'est pas le vrai code, quoi. Bah ouais, et puis même plus loin que ça, il faut désacraliser aussi les personnes, les intervenants sur les talks. Au final, c'est des gens comme nous tous. Et je sais qu'au début, j'avais encore un peu ce souci-là à dire oh là là, jamais j'aurai le niveau d'être sur scène, à donner des talks. Et puis au final, là, le mois de juin, j'ai fait que ça, quoi. Donc c'est à bout d'un moment, il y a un peu une barrière qu'il faut casser, franchir. En se disant mais non mais en fait la personne qui parle sur tel sujet sur lequel je suis aussi à l'aise, en fait j'ai toute la légitimité d'aller aussi parler de ce sujet-là, quoi. Mais il faut un déclic. Je sais que pour ma part le déclic ça a été avec mon arrivée sur Nantes à aller participer au meet-up et puis voilà, petit comité, pas beaucoup de monde, avec le fait de parler avec eux plus facilement. Ça moi ça m'a permis de me débloquer pas mal de fois sur le syndrome de l'imposteur, quoi. Alors, il y a effectivement pas mal de commentaires. J'essaie de voir. Il y a ce commentaire-là. Est-ce que le syndrome d'imposteur, vous pensez que ça vous aide à apprendre de manière générale ? Totalement. Ouais, totalement pareil. Vas-y, je reprends la parole du coup. J'ai évoqué ça tout à l'heure, mais moi je sais que le syndrome d'imposteur, en fait, c'est un peu comme si j'ai quelque chose que je veux combler au quotidien, donc c'est un manque de connaissances que je veux combler, et du coup moi ça me pousse à aller chercher des informations, mais des fois d'aller assez loin, et puis au final de bien comprendre mon sujet. De le maîtriser ou des choses comme ça. Après, est-ce que s'il n'y avait pas le syndrome d'imposteur, je le ferais différemment ? Je suis pas sûr. En fait, j'ai l'impression que c'est quand même dans ma nature, mais c'est un moteur qui est là et au final que j'hésite pas à apprendre pour avancer sur des sujets, en tout cas. Et puis il y a aussi que, comme on met souvent, moi je mets souvent en doute mes connaissances, ce que je fais, etc. Et j'ai l'impression de devoir combler ce que j'ai pas par rapport à ce que les autres ont dans l'équipe, où on m'a déjà dit plusieurs fois t'es dev et tu sais pas faire ce truc là, t'es obligé de chercher sur Google. C'était au début de ma carrière où on me disait t'es censé savoir ces choses là si t'es vraiment dev, et du coup j'ai l'impression de toujours devoir combler ce que je suis censé savoir aussi. Et donc je cherche tout le temps, je revérifie mon travail 5000 fois parce que j'ai l'impression qu'il ne sera jamais suffisant pour mon niveau. J'essaie de relancer la caméra. Ouais, je suis là. Mon feedback ne marchait pas, en plus j'avais pas de retour, je sais pas pourquoi. Pareil que NJ, du coup, moi c'était au tout début, j'étais un peu dans cette idée-là, en mode j'arrive sur un nouveau truc, il y a quelque chose que j'arrive pas, donc j'avais un lead dev qui m'aidait. Alors ça va, c'était bienveillant, etc. Enfin, j'apprenais vraiment. Et par contre, le soir, quand je rentrais chez moi, je me sentais obligé de limite refaire l'exercice. Donc des fois, je me faisais 2 journées de travail en fait pour réapprendre des choses que j'avais pas compris dans la journée. Et puis le lendemain, arriver en mode c'est bon, je sais le faire maintenant, c'est acquis, etc. Donc je sais que moi j'ai beaucoup passé de temps à travailler encore davantage derrière. Dans les commentaires, que ce soit le syndrome de l'imposteur forcément qui induit ça. Parce que ça fait partie de notre métier ou d'apprendre tout le temps. Il y a toujours des choses qu'on ne sait pas. Quand tu changes de boîte, quand tu changes de techno, peu importe le changement, en fait, il va falloir apprendre des choses. Moi, honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il me pousse. En tout cas, pour l'instant, j'y vois rien de positif dans mon syndrome de l'imposteur. Il me fait plus souffrir j'en suis pas à votre stade. En tout cas, de me dire, tiens,
ça me permet d'avancer là-dessus ou là-dessus. Moi, il m'empêche juste d'avancer, il met un plafond de verre encore plus bas que le vrai, et c'est tout. Parce que justement, dans les questions, est-ce que voilà, il y a des gens qui demandent c'est quoi les effets négatifs du syndrome d'imposteur sur ton travail. Est-ce que tu penses, on a mentionné plusieurs fois que des fois vous n'osez pas lancer des projets ou vous double vérifiez. Est-ce que vous pensez que vous négociez moins bien vos rémunérations, vos TGM, vos salaires à cause du syndrome d'imposteur aussi? Évidemment. Évidemment. J'ai jamais négocié, moi j'ai accepté, c'était déjà vachement bien. Pareil. Pareil. En plus, j'étais vraiment à un endroit où la tech était pas très répandue, dans le sens il n'y avait pas d'école, donc du coup, on m'a proposé un travail. Je suis ah ouais, vas-y, j'accepte quoi. C'était ma première chance. Pour négocier, faut que tu aies un truc dans la balance. Et si on doute de nos compétences, qu'est-ce que tu veux mettre dans la balance, s'il te plaît? Donne-moi plus parce que je suis gentil. Non, ça marche pas. J'allais dire, on se dit même, mais comment ils peuvent nous accepter? Oui, de base. On propose autant aussi. Justement, du coup, il y a plusieurs personnes qui disaient qu'il y a certains managers qui les ont aidés à combattre le syndrome d'imposteur et d'autres qui mentionnent que des managers ont renforcé le syndrome d'imposteur. Est-ce que votre manager, il a vraiment intérêt à vous aider à combattre votre syndrome d'imposteur vu que, en final, il va devoir vous payer mieux à la négo, quoi? Oula, elle était si crispante que ça, la question. Ça dépend lesquels. Il y aurait un intérêt pour le produit, pour ton travail, etc. Parce que quand même, le fait de toujours juger mal son propre travail, ça te freine et tu vas pas beaucoup plus loin. Si on a plus confiance en nos compétences et en ce qu'on vaut, on va plus loin plus vite. Ouais. Mais après, c'est vrai que peut-être on se dirait qu'on vaut mieux que ce qu'on nous paye. C'est ça. Je sais pas, est-ce que tu penses que ton manager, il a pas aussi envie, ou ta manager, il a pas aussi envie que tu délivres le plus de valeur, et le syndrome d'imposteur, c'est quelque chose qui te ralentit à créer de la valeur pour la société? Ça, Alison, c'est quelque chose... Parce que quand on est dans le service, je peux comprendre que ce soit moins vrai, mais Alison, toi, tu travailles dans une boîte de produits. A priori, la boîte, elle a plutôt intérêt à ce que tu crées le plus de valeur possible, non? Oui, tout à fait. Puis il y a juste la valeur première qui est la bienveillance et le bien-être au travail. C'est bête, mais un manager qui sait qu'il a un salarié qui est malheureux parce qu'il l'exprime en disant voilà, j'ai le syndrome d'imposteur, etc. Je pense qu'il a tout intérêt, effectivement. On parlait du salaire, mais aujourd'hui, on sait tous que si on change, on peut avoir plus. Par contre, les conditions de travail à côté du salaire peuvent aussi te maintenir en place. C'est mon cas aussi. Je peux trouver plus ailleurs, mais je suis tellement bien et on fait tellement pour moi et on essaie de m'aider et que ça va me permettre de rester là. Donc, ça crée une confiance quand un manager te dit « Ok, est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ou je vais t'aider à sortir de syndrome de l'imposteur parce que c'est safe. » Je me dis « Ok, il a analysé, donc il va essayer de me sortir de ce truc-là. » Donc, c'est hyper positif parce qu'un salarié heureux, c'est un salarié qui travaille bien. Et c'est aussi un dev qui reste, en l'occurrence. Et les devs qui restent, il n'y en a pas beaucoup. Alors, du coup... Là-dedans, tu mentionnes le fait d'être soutenu et le fait que ce soutien, ça t'aide à passer le syndrome d'imposteur. Là, déjà, il y a quelqu'un qui renvoie une image hyper positive de toi et toi, ça t'aide, c'est ça? Est-ce qu'il y a du soutien émotionnel qui peut aider aussi, tu vois, quand t'es gamin, tes parents qui te donnent beaucoup de soutien émotionnel, ça t'aide à accomplir des choses, à faire des études, etc. Tu vois. À quel moment, en fait, genre, quels sont les soutiens? Tu vois, par exemple, des fois, t'as une personne significative dans ta vie qui t'aide beaucoup, tu vois. Où est-ce qu'on va chercher ces personnes soutien qui nous aident à accomplir des choses, quoi? En vrai, on devrait les avoir dans nos entreprises parce que quand tu prends des personnes, en plus quand tu débutes, il faut de l'accompagnement. C'est une évidence, mais c'est pas facile pour tout le monde d'accompagner des devs qui débutent. Mais ensuite, après, il y a plein. La chance qu'on a dans notre milieu, c'est que tu as les réseaux comme Twitter, c'est ce que c'est, mais il y a des belles choses aussi. Tu as des Discord, des Slack où tu peux aller chercher dans des commus. Si tu l'as pas dans ta boîte, des gens qui vont avoir ce truc-là. Mais au quotidien, il faut qu'on travaille ça aussi. Les feedbacks, par exemple, moi j'ai découvert chez Swile le feedback. Je connaissais pas avant, mais un manager qui te fait un feedback positif, un collègue qui te fait un feedback positif sur une PR, un bravo sur un truc que tu as fait en mode oh trop cool que tu aies fait ça, c'est tout bête. Mais ça valide ton action et ça joue déjà beaucoup. Vu qu'on se compare beaucoup aux autres, effectivement, il y a plusieurs personnes qui mentionnaient qu'un compliment d'une personne pour qui il y avait de la considération, ça avait tout changé. Vous pensez que vraiment un compliment, ça peut tout changer, ou ça change que quelques minutes, ou vraiment ça peut changer les choses différemment? Angie, t'as l'air motivée pour répondre. Ça dépend de trucs. Il y a des fois,
s'il y a plusieurs personnes qui vont me dire des choses positives, je vais me dire, bon, allez, je vais finir par y croire. Mais Ouais. ça arrive aussi qu'on me fasse des compliments et je me dis, mais ils voient pas que c'est de la merde ce que j'ai fait, que je me descends toute seule et j'ai l'impression d'être un imposteur. Enfin, quand est-ce qu'ils vont se rendre compte que je suis nulle? Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Et ça, c'est difficile à dépasser, à faire taire, même avec des compliments parfois, parce que j'ai pas une vision de moi qui est toujours très positive. Ouais, un compliment, finalement, ça t'aide qu'une minute, quoi. C'est rigolo. T'as vraiment l'impression que les gens, à un moment, ils vont découvrir le poteau rose, tu vois. Oui, tout le temps. Comme si elle a... Que parfois ils disent des choses aussi juste gentiment, genre pour essayer de me donner confiance, alors qu'en fait c'est pas vrai, juste parce que je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a des gens qui font des compliments pour être gentils. Ouais. Bah alors ça, Après, faire des compliments sincères, c'est un job. Hein. Genre, vraiment, c'est dur de faire des compliments sincères. Cyril, tu voulais réagir? Après, ouais, je disais, en plus des compliments, après, je trouve que ça force le truc encore plus, c'est quand tu es accompagné vraiment, tu as quelqu'un. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un manager dans mon ESN qui m'a beaucoup accompagné, qui m'a aidé, donc il me faisait des compliments, il me faisait des feedbacks, il avait des critiques, mais les critiques, elles étaient constructives, elles n'étaient pas gratuites. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Et il y a des moments, du coup, quand il venait me demander de sortir une formation pour faire du React, je fais, ouais, mais attends, est-ce que je suis légitime? Et puis il me fait, bah oui, t'es légitime, t'es le seul dans la boîte qui maîtrise autant, etc. Enfin, et en fait, c'est des choses, si on te le dit pas et que t'es enfermé dans ta bulle, bah tu t'en rends pas compte, en fait. Et en gros, c'est les compliments plus ce soutien un peu en permanence qui fait que ça aide à lutter contre le syndrome de l'imposteur, quoi. Il y a une personne qui demande est-ce que quand on dépasse le syndrome d'imposteur, on tombe pas dans le syndrome inverse, le syndrome de Dieu ou le syndrome de Jérôme, comme c'est mentionné dans le chat. C'est-à-dire que vraiment, on a l'impression de marcher sur l'eau, qu'on sait tout, qu'on est omniscient. Vous avez l'impression que ça vous arrivera jamais, mais est-ce que vous avez vu des collègues où vous vous dites ah, c'est quand même chiant, il est comme ça? Faire gaffe, ouais. Ça, mais ils étaient tout le temps comme ça. Enfin, ils sont Voilà. sortis de l'école comme ça. Les collègues qui ont fait des écoles d'ingé, tu dis? Ouais. Les ENSAM, t'as dit? Non, d'accord. J'ai cru que tu avais mentionné une école en particulier. Non, l'humilité ne dépend pas du syndrome de l'imposteur. Hein. Tu peux être humble, même en Ouais. étant ultra compétent. On en connaît, je pense, tous autour de nous, des machines de guerre, de savoir, technique et tout. Et les gars, ils ont l'ego est normal, à un bon niveau. Enfin, tout va bien, ça déborde pas dans tous les sens. Vous les avez genrés au masculin tout de suite, ces gens-là. Oui, normal. Il y a beaucoup d'hommes autour de nous, hein, donc forcément, la proportion est forcément plus forte. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas parlé de ça, ou alors je l'ai raté, mais c'est aussi parce que dans notre métier, il y a tellement de choses à savoir. Il y a des nouvelles technos toutes les semaines. Si tu fais du JavaScript, le framework que tu as appris la semaine dernière, il est déjà plus d'actualité. Il faut en plus t'apprendre à builder. Derrière, on dit tu sais pas faire Kubernetes. Les développeurs, on leur demande on leur demande de faire la sécu, on leur demande de faire ça. Il y a Log4j, t'étais pas au courant. Il y a tellement de choses qu'on sait pas qu'on oublie ce qu'on sait. Et en fait, c'est juste normal que, si tu tapes un sujet au pif dans ta journée, t'as quand même 90% de chances de pas être expert sur ce sujet-là, quoi. En fait, c'est normal. Oui, mais d'un autre côté, tu as aussi du recrutement à base de tests techniques. Ça veut dire quoi? Ouais. Ça veut dire qu'on estime que pour rentrer dans ma boîte, tu dois savoir ce que je vais te demander de faire. Et donc, si tu sais pas, je vais faire un raccourci. Mais moi, si tu me testes technique sur un truc que je sais pas, je vais me dire, OK, je suis nulle. J'aurais dû savoir ça, sinon on me poserait pas la question. Donc, dans notre métier, tu sélectionnes déjà par du savoir technique. Forcément, si tu les as pas. Ah, les tests, je trouve que c'est un fléau en vrai. J'ai beau avoir 7 ans d'expérience, on me demande un test, mais limite je vais être paralysé et tout parce que derrière il y a le jugement, etc. T'es pas dans tes conditions habituelles et je trouve que ça sert à rien. Enfin, savoir faire FizzBuzz amélioré avec les boucles, ça sert à rien, quoi. J'utilise pas au quotidien. Je trouve ça particulièrement rigolo de demander ça à un consultant SAP, par exemple. Je l'ai déjà vu, hein, il est consultant SAP depuis 8 ans, je lui ai demandé de faire un FizzBuzz, il a pas réussi. Bah oui. bah oui. Pourquoi tu lui demandes de faire un FizzBuzz? Parce que c'est vraiment demander... des fois, t'as l'impression qu'on demande à un singe s'il sait nager, tu vois. Genre, vraiment, c'est quoi le bail? On va demander au poisson de monter à l'arbre, c'est pareil. Je voudrais rebondir sur une question. On a parlé du fait que ce soit moteur, on a parlé de se comparer aux autres.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des contextes où c'est normal d'avoir le syndrome de l'imposteur? Là, par exemple, il y avait une personne dans le chat qui mentionnait le fait qu'elle soit en intercontrat et que du coup, à chaque fois qu'elle va rencontrer un nouveau client en qualif, elle a le syndrome de l'imposteur. Ce qui répond un peu à la question, il y a une personne après qui demandait est-ce qu'en ESN, ton manager, il n'a pas intérêt à bien développer ton syndrome de l'imposteur pour que tu passes ton salaire. Si tu es en intercontrat, c'est qu'il a peut-être trop forcé. Hein. Le sujet, ouais, vous pensez, genre, quand on a des nouvelles tâches, des nouveaux métiers, des nouveaux rôles, c'est ces moments-là où on a généralement syndrome de l'imposteur? Ah, vous réfléchissez tous d'un coup, là. Ouais, non, aussi, je pense que ça joue. Par contre, moi, je considère que le syndrome de l'imposteur n'est pas un goal à atteindre, quoi. C'est-à-dire que on devrait pas avoir de syndrome de l'imposteur. En fait, on devrait juste être OK avec le fait qu'on sait pas, qu'on va apprendre et tout va bien. Pour moi, derrière le syndrome, il y a vraiment un truc vraiment pas ouf qui doit pas être quelque chose qu'on veut atteindre, un peu comme le burn-out qui était devenu à la mode et tout. Il y a un truc en mode je sors la carte Joker et qu'on ait un sentiment d'imposture. Je trouve que c'est fort, en fait, comme truc qu'on devrait pas. Donc, Ouais, je suis assez d'accord. je suis d'accord avec toi, il y a des situations qui le génèrent, Mhm. comme tu l'as dit, quand tu débutes, quand tu changes et tout, mais on ne devrait pas l'avoir en vrai. Quand on Ça est devrait être en présence de collègues qui sont pas toujours positifs sur ton travail et qui t'enfoncent régulièrement ou qui te disent que tu devrais faire mieux ou des choses comme ça, il y a ça aussi qui joue. Et c'est mine de rien, c'est pas un truc. Enfin, il y a des choses positives qui sont à prendre si on y arrive, mais ça peut mener aussi au burn-out justement. Ça mène à des choses pas très saines. La culture du blame dans l'IT, vous l'avez vu ou pas? Parce qu'il y a des, il y a des gens qui arrivent à faire carrière sans la croiser. Hein. La culture du blame, à partir du moment où il y a des pull requests avec des code review, t'as forcément le blame en fait. Enfin, Tu penses? je trouve que là, j'avais vécu ça avant et il y en a dès que tu tombes sur quelqu'un qui va review ton code et qui est pas, enfin, qui a pas une bonne mentalité, on va dire, pour rester gentil. En fait, tu te sens humilié à la fin de la code review ou des choses comme ça. Là, je suis dans un contexte professionnel où c'est génial parce que on n'a pas de code review, on fait du trunk base, donc c'est un mode de fonctionnement particulier. Et par contre, on fait que du pair programming. Et les retours qu'on a sont beaucoup plus humains en fait. Et ce syndrome d'imposteur, on l'a pas parce que là, on n'est pas dans du jugement et de l'humiliation qu'on pourrait avoir. Je trouve que Alors ça, le développement, la code review, c'est pardon. Vas-y, parce que la code review, ça peut être positif. Review, ça dépend de la manière dont tu l'as fait, parce qu'effectivement, il y a des endroits où c'est du jugement, où tu vas te prendre des taquets parce que tu as mal écrit un nom de variable ou des conneries de ce genre. Mais il y a aussi des endroits, là où je suis, où je travaille, ma dernière mission, c'était plus comment tu pourrais faire mieux, ou moi j'aurais fait d'une autre manière. Est-ce que tu as pensé à chercher tel truc pour essayer de le faire autrement? Mais c'était plus te pousser à faire mieux, et c'était pas un jugement, c'était des suggestions. Et ça dépend vraiment de la manière dont tu le fais. C'est quand ça se passe bien et que tu es bien entouré, ça devient un vrai outil pour ça. Quoi. Les outils et les rituels, ils peuvent toujours être utilisés de manière positive ou négative. Tu vois, j'ai déjà vu une boîte où le patron dit ils font deux daily, un à 8h, enfin un à 9h et un à 14h. Tu vois. Et je dis, mais c'est quoi ce flicage et tout? Il fait, mais non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que si à 14h, tu as dit à tes collègues, cet après-midi, je finis ça, et qu'à 18h, tu n'as pas fini, c'est que tu as un problème. Et donc, les autres, ils doivent pas partir au bar, ils doivent t'aider et on va au bar ensuite. Quoi. Et je dis, en fait, c'est méga bienveillant, dit comme ça. Avec la culture du remote, ça marcherait pas du tout. Mais tu vois, dans l'absolu, un daily, on n'est pas obligé que ce soit chiant, quoi. Voilà. Vous avez aussi l'impression que les daily, c'est chiant des fois ou pas? Est-ce qu'on peut parler des daily? Oui. Vous faites des daily ou pas? Oui. Ouais. Non, ça va. Toi, t'aimes bien les daily, Cyril? Ça dépend comment ils sont faits, et de combien de personnes parlent et de combien de temps ils parlent. Ouais, c'est ça. Nous, les délits, ils sont assez rapides, on se passe la parole, il n'y a pas de temps de blanc dans les discussions, tout ça. Donc, on est sur du remote, ça se passe bien, ça a son intérêt. Et puis, ça permet de lever des trucs. Enfin, quand tu as quelqu'un qui dit je finis ce soir, et le lendemain, je finis ce soir, puis 3 jours après, il a toujours pas fini. Bon, tu vois, ça nous permet de lever ces petits trucs. Et puis, au contraire, d'essayer de monter un point où on va faire du mob tous ensemble. Et puis et aider la personne à aller au bout de la tâche, quoi, en fait. Donc, Cyril, il aime bien le pair et le mob. Alison, c'est quoi, toi c'est quoi les expériences où ça t'aide vraiment, tu vois? C'est quoi les moments où les rituels ou les interactions qui t'aident à aller de l'avant, tu vois? Le pair, échanger avec quelqu'un ou une forme de mentorat, quoi. C'est-à-dire qu'avoir quelqu'un un peu de référent avec de la bienveillance, de la patience,
qui ne juge pas, qui, comme disait Angie, hein, qui est dans la constructivité. C'est-à-dire que je te donne un conseil pour t'améliorer, mais je te laisse ton libre arbitre de choisir de le faire ou non. Parce qu'il y a ça, des fois, on chipote, on est les rois de ça, les devs, pour chipoter pour du détail, les fameux débats philosophiques des enfers auxquels moi je ne participe toujours pas, mais qui peuvent s'éterniser sur des conneries, disons-le. Quand tu laisses le choix, ça change tout. Ok, tu pourrais faire comme ça, mais je t'offre une autre possibilité que tu choisis ou non. Le pair programming, pour moi, c'est vraiment l'anti-syndrome de l'imposteur. C'est vraiment le moyen de t'encourager, de te mettre en confiance, etc. Ça peut tout changer au quotidien. Ça fait 3 fois que vous parlez d'être jugé ou de jugement. Enfin, moi, je l'ai appris à l'école que les jugements de valeur, c'était interdit en entreprise, mais j'ai l'impression qu'il faut le rappeler tous les 6 mois dès qu'on recroise des gens. En vrai, c'est quoi la norme, vous, dans vos expériences? Les jugements de valeur, dans les équipes où vous arrivez, c'est acquis qu'il faut pas en faire, ou qu'il faut attention, faut éviter de les exprimer, ou vous avez l'impression quand même que les jugements de valeur, ça tire à tour de bras, quoi, dans vos expériences pro? Ça dépend des valeurs de la boîte, je pense, et de la boîte en elle-même. Moi, perso, là où je suis, j'ai pas. Il y a une vraie culture de la bienveillance, et on part du principe que tout le monde fait de son mieux, du départ. Ouais. Donc à partir de là, il n'y a pas de jugement de valeur. Et on va t'aider à faire mieux si tu peux faire mieux, mais il n'y a pas. J'ai pas vu, en tout cas depuis 2 ans, de situation comme ça. C'est pareil pour moi, il n'y a pas de jugement de valeur, mais c'est plutôt à la limite quand moi c'est moi-même, je me dis je vais me faire juger, tu vois. Alors qu'en fait pas du tout, mais c'est un peu quand t'es quelque part et t'entends 2 personnes qui discutent entre elles un peu bas, tu dis elles parlent forcément de moi, tu vois. Alors qu'en fait pas du tout. Mais c'est un peu genre ce sentiment-là, je sais pas comment l'expliquer, mais. Je vais rebondir là-dessus, mais du coup là il y a quand même un truc dans ce que vous avez dit depuis le début, c'est que il y a des gens et il y a des gens avec qui vous interagissez qui vous donnent le syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'il y a vraiment des gens avec qui dès que vous avez une interaction avec eux, ça vous donne le syndrome de l'imposteur? Oui. Alison a l'air de d'être. Mais ça me met vraiment. Je me sens comme en test technique. Je sais plus comment je m'appelle, je sais plus rien écrire. Il me parle. J'ai l'impression qu'il me parle dans une langue que je connais pas. Enfin, ça me tétanise en fait. Vraiment. Ouais. C'est typiquement les gens qui sont pas patients. Tu vois, quand tu sens que tu saoules quelqu'un, parce que tu lui poses une question que tu comprends pas et qu'il dit non mais pas là, tu vois, tu fais mon Dieu, j'ai envie de faire genre que j'ai plus d'internet, tu vois. L'avantage du remote, c'est que tu peux quitter un truc en disant j'ai une coupure d'internet. Mais voilà, ça c'est typique, oui. T'as des gens vraiment qui te font ressortir le syndrome plus. Ouais. Non, mais s'il faut que je te réexplique ça à chaque fois, on va jamais y arriver. Exact. Impossible. Moi, dès qu'on commence à me parler de programmation fonctionnelle, c'est bon, mon syndrome d'imposteur, il revient au galop, quoi. Y a quelqu'un qui demande si c'est du management toxique, mais des fois c'est pas forcément ton manager, des fois c'est un chef de projet, des fois c'est juste un dev sur un plateau de 10 qui te donne le syndrome de l'imposteur. Angie, c'est quoi ton expérience? C'est petit. Pardon? C'est quoi ton expérience? Il suffit d'une personne? Ouais, il suffit d'une personne qui te dit c'est pas normal que t'aies mis autant de temps, ou que c'est pas comme ça qu'on fait, ou que tu lui poses une question et non mais ça tu devrais déjà le savoir, et tu peux avoir tout l'environnement aussi bienveillant que tu veux, à partir du moment où il suffit de quelques remarques pour te dire mais putain mais je suis une grosse merde en fait. Il y a des remarques en plus qui sont tellement banalisées, tu sais, genre moi mon patron il m'avait dit tu rates tes estimes mais c'est parce que t'es junior, tu vas t'améliorer après, ce qui en même temps tu vois te dit ça va venir avec le temps, mais en même temps te dit c'est normal, t'es junior, du coup tu te plantes, tu vois, genre, mais t'as plein de termes comme ça, comme il suffit de, il y a que c'est juste un bouton. Ouais, voilà, exactement. Alors que pour toi, quand t'as bossé en agence, tu le connais, c'est juste un bouton. Et que toi, tu galères, tu te dis, mince, ils ont dit que c'était juste ça, et toi, ça te prend 3 heures, c'est que c'est toi le problème. Je faisais de l'iOS et il y a un moment où mon CTO il me dit faudrait juste changer le code couleur, on va changer toute la DA. Je fais non, mais dans Interface Builder, je vais cliquer partout, je vais changer le code à la main partout. Là, j'ai tous les boutons à en faire un par un. Il fait il n'y a pas de système de style en DA. Je fais non, il n'y en a pas là. Moi, je vais faire 99 modifs là. En mode, oh là là, mais c'est pas possible. C'est juste une couleur, c'est juste un code couleur à changer, je te crois pas. Il l'a fait à ma place. Hein. Alors, le syndrome d'imposteur pour une excuse pour un vrai. Alors, il y a quelqu'un qui demande est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment des mauvais développeurs? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a vraiment des mauvais développeurs qui méritent d'avoir le syndrome d'imposteur? Cette question, on l'avait pas écrite avant, mais je la trouve rigolote. Vous en pensez quoi? Moi, je pense qu'il y a des mauvais développeurs qui savent pas qu'ils sont mauvais et qu'ils n'ont pas du tout le syndrome de l'imposteur. Ouais. les vrais imposteurs n'ont pas le syndrome de l'imposteur, c'est ça? Ouais. Et c'est très probablement vrai. Alison, c'est quoi ton expérience?
Moi, je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais développeurs. En fait, je pense que Bien la vie. joué. Non, mais en vrai, je suis d'accord avec Andy complètement. Je pense que vraiment, le vrai imposteur ne sait pas. Même lui se rend pas compte. J'en ai vu plein, hein, et on me l'a souvent conseillé. On m'a dit, tu sais, méfie-toi de ceux qui parlent le plus. Et je l'ai vérifié. Les profils les plus discrets, c'est souvent ceux vers qui je vais me tourner naturellement et qui ont le vrai savoir, la vraie compétence. Ceux qui Hmm. étalent le savoir sont souvent ceux qui en ont le moins. Parce que bah, peut-être pour combler quelque chose, j'en sais rien. Après, chacun voit avec lui-même, mais voilà. Cassandra, c'est qui dans le chat qui claque des gros câlins et des bisounours là? C'est Jérôme qui Vous fait ça voulez tout seul ou vraiment un pas? nom? Parce que moi, j'ai pas le nom de la personne qui fait ces réactions-là. Mais alors, qu'est-ce que je disais? La question à la fin, tu vois, vous avez parlé plusieurs fois d'avoir de peur de ne pas y arriver ou d'avoir l'impression que les autres ils parlent de soi. Ça, c'est des formes d'anxiété. L'anxiété de la performance, hein, Cyril, t'en as parlé quand tu passes un examen, quand tu passes un test. T'as l'impression que t'es moins performant, tu vois, mais c'est parce que la mise à l'épreuve, c'est une forme d'anxiété de la performance. Comment on fait la différence entre l'anxiété de la performance et le syndrome de l'imposteur? Est-ce que ça se chevauche? Est-ce que c'est un complément? Le syndrome de l'imposteur, on a beaucoup dit que c'était quelque chose qu'on vivait au contact des autres. L'anxiété de la performance, on peut l'avoir tout seul chez soi, quoi, hein. Genre, est-ce que je vais arriver à faire le ménage aujourd'hui, hein? je, Mm. je vous pose la question, c'est quoi votre rapport avec vos anxiétés de manière générale? Angie, elle a dit un truc tout à l'heure qui, pour moi, résume très bien ça. La différence entre l'anxiété de performance et le syndrome d'imposteur, c'est qu'elle a dit la peur d'être démasquée. C'est-à-dire qu'entre j'ai peur de pas être au niveau et j'ai peur qu'on se rende compte qu'en fait, je suis trop nulle alors qu'ils pensent que je suis pas nulle, c'est deux choses pour moi qui sont totalement différentes et qui, pour moi, résumeraient totalement la diff entre j'ai peur de pas réussir et je suis convaincue que je ne réussirai pas, hein. C'est pas que j'ai peur de pas réussir, c'est que Hmm. je sais que je vais pas y arriver, qui est un flou total parce que c'est faux, mais on est convaincu de ça. T'es convaincu que tu vas pas y arriver? Ça, c'est le Oui. syndrome d'imposteur ou c'est l'anxiété? Pour moi, c'est le syndrome de l'imposteur. T'es convaincu alors qu'en réalité, t'as zéro preuve que tu n'y arriveras jamais. Et c'est pas vrai. Enfin, c'est basé sur. Et c'est pas la peur de je vais pas y arriver comme s'il y avait un espoir que tu y arrives. C'est je vais pas y arriver. Et en fait, si on te met devant, tu vas le faire, tu vas y arriver. Mais sur le moment, c'est vraiment mais impossible. Vraiment, je ne peux pas le faire. Vous en pensez quoi, Angie et Cyril? Je pense que c'est des choses qui se nourrissent l'une l'autre aussi. Mais je suis plutôt d'accord avec ce qu'Alice a. Je vais faire la flemmarde, mais je suis plutôt d'accord avec ça. Mais sinon, il y a le. En même temps, elle t'a cité, hein, donc. Oui. J'ai pas grand chose à rajouter là-dessus. Ouais, Cyril, moi, je sais pas, j'ai pas assez de, enfin, je sais pas, anxiété ou ça me, enfin, j'arrive. Faire la différence entre les deux, c'est assez dur, je trouve. mais Je sais parce que pas, tu vois, quand t'es sur une copie tout seul, quand t'es en train de faire un examen, t'es sur une copie tout seul, t'as pas l'impression que les gens. Enfin, c'est pas la même sensation que quand tu me dis je suis dans la boîte depuis 6 mois et j'ai peur qu'ils découvrent que je suis un imposteur, tu vois. C'est quand même deux sensations qui sont complètement différentes quand t'es sur une copie tout seul et que tu te dis ah merde, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Quand t'as l'impression, tu vois, le syndrome d'imposteur, il y a un peu cette idée que d'un coup le roi est nu, tu vois. Il se ressent vachement plus quand tu sais que tu vas être jugé, justement. Ouais. Moi, je passe du temps à faire des exos sur Internet, à faire mes petits trucs, et je m'amuse bien. Et j'ai pas peur de mal les faire parce que bah, c'est que pour moi et ça m'apprend des trucs et je trouve ça fun. Si tu me mets sur un entretien technique où ça va jouer peut-être sur le poste où je vais aller ou sur l'image qu'on va avoir de moi, là je perds totalement mes moyens parce que je Ouais. pense que je vais pas y arriver parce que machin, alors que c'est des exercices que je fais chez moi, quoi. Là, Thomas pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train de confondre un manque de confiance en soi, le syndrome de l'imposteur qui est surtout ciblé sur le fait qu'on ne se trouve pas légitime d'avoir de la réussite? Il y a, ouais, clairement, les deux se nourrissent et du coup, je comprends que c'est assez difficile de les distinguer. En tout cas, c'est cool d'avoir exploré ce sujet-là avec vous. Est-ce que vous voulez, pour conclure, parce qu'on est en train de conclure là, est-ce que vous voulez partir avec un tips, un ingrédient de comment on fait pour lutter contre le syndrome de l'imposteur de manière générale? C'est quoi votre conseil, si vous deviez utiliser qu'une seule recette jusqu'à la fin de votre vie, ce serait quoi? Moi, j'en ai une un peu, c'est en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est un peu de la peur en soi. Donc, et pour moi, on le dit souvent, mais la peur vient de l'anticipation. Et du coup, bah, l'inverse de l'anticipation, c'est d'être dans l'action. Et moi, typiquement, c'est ça qui
qui me permet de combattre ce syndrome de l'imposteur, c'est de se lancer, d'aller faire les choses. Je le disais au tout début, mais d'aller dans des meet-up, faire des retours d'expérience. On ne sera jamais plus légitime sur un retour d'expérience que soi-même, en fait. On peut pas te dire, bah non, t'es pas légitime. Bah si, je te raconte ma vie, donc j'ai le droit, quoi. Donc ce serait plutôt ça, mon petit conseil, quoi. Ouais, la confiance en soi est pour moi un moyen de sortir de ce syndrome d'imposteur et de prendre du recul sur les autres. Angie, c'est quoi ta recette secrète? C'est un petit peu dans le même sens. Hein, moi, il y a plein de fois où je me dis je vais pas y arriver. Enfin, c'est ce que je disais au début. Je vais pas y arriver, mais il y a des fois où je croyais dur comme fer que j'y arriverais pas et j'ai réussi. Et donc t'as peur, mais t'y vas quand même, quoi. Et tu vois bien ce qui va se passer. Au pire, t'as pas réussi et t'as appris quelque chose. Au mieux, t'as réussi et t'as avancé. Il faut se mettre en situation d'échec pour se montrer qu'on a survécu à chaque fois. Tu vois, faut démontrer que le syndrome d'imposteur a peur. C'est ça que tu recherches? C'est un peu ça. Après, le mot échec est un peu fort. On voit l'échec comme quelque chose d'hyper négatif. Mais en fait, l'échec, c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est comme ça qu'on voit aussi comment on progresse. C'est comme ça qu'on voit comment ne pas faire certaines choses et donc les faire autrement. Donc, c'est dans le sens positif et pas français du terme, quoi. Ouais, je comprends. Alison, c'est quoi, toi, ton astuce pour sortir du syndrome de l'imposteur? Trop facile, je rejoins évidemment Cyril et Angie, l'action, mais le travail sur soi, pour ma part, je pense que travailler sur soi, que ce soit sur l'estime de soi, la confiance en soi, enfin tous les trucs en soi qu'on peut aller explorer pour se rebooster et acquérir des bases solides, je pense que c'est important. Et donc je vais tester cette soluce, je pourrais vous dire éventuellement. Mais... Est-ce que vous faites du jardinage ou des trucs manuels? Vous savez refaire des choses où on n'est pas expert du tout? C'est quelque chose que vous faites ou pas? Ouais. Mais là, j'ai des magnifiques tomates, et du coup, je suis content. Ok, merci beaucoup. Les interactions dans le chat, il y en avait vraiment beaucoup. On pourrait effectivement continuer, mais on a déjà dépassé de 5 minutes le temps alloué. Et je sais que vous avez tous des réunions à 14h et qu'il faut trouver le temps de manger. Encore merci d'avoir pris le temps avec nous sur cette pause de midi. Cassandra, est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que j'ai un mot de la fin? Écoute, merci à nos 3 invités d'avoir participé à ce webinaire. C'était un plaisir de vous recevoir. Ouais. On se croisera certainement dans le monde de la tech avec grand plaisir. Et autour d'un Welsh. Autour d'un Welsh, allons-y. Et pour les autres, merci d'avoir participé à ce webinaire et d'avoir encore une fois explosé notre compteur de commentaires avec vos questions et vos expériences. Puis surtout, en septembre. C'était un sujet où on parlait beaucoup de soi et où c'était très, très perso. Et merci beaucoup pour vos témoignages qui étaient très sincères et très authentiques. Vraiment cool. Bravo à tous. Merci beaucoup. Vous n'avez pas eu le syndrome de l'imposteur de parler devant le webinaire de In-Situ. Donc c'était cool. Bravo. Je vais arrêter la diffusion en mettant la petite vidéo de fin. Ne déconnectez pas, restez avec nous une seconde. C'est parti.